Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la saison 5 des Learning Happy Hours. Aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Virginie Jolin de Tips & Learn. Elle est très triste, non pas d'être avec nous, mais parce qu'elle est venue seule, sans sa moitié, qui est Jeanne Guérin, sa co-associée et cofondatrice. Mais elle va avoir la lourde mission donc d'assumer toute seule cette petite séance vidéo avec nous autour d'un sujet qui ne sera pas traité rapidement, mais qui est un vrai sujet en lui-même, puisqu'il s'agit de parler de conception, production de digital learning en mode rapide. Alors, rapide à produire, rapide à consommer. On va essayer d'éclairer tout ça avec Virginie. Donc, bienvenue Virginie. Merci. Bonjour Virginie. Bonjour Philippe. Alors, peut-être déjà pour se mettre un petit peu dans le bain et continuer dans le côté taquin de la chose, pourquoi parler de développement rapide? Tu veux dire que jusqu'à présent, on était un peu lent? On n'était pas lent, mais je ne vais pas vous faire un déroulé de ce que c'est que de vivre dans un monde VUCA. On subit tous et on travaille tous en mode accéléré, donc la formation n'échappe pas à cette tendance. D'où le développement rapide de modules digitaux. Et moi j'ai une petite question comme toujours. J'ai toujours une petite question. Est-ce que le développement rapide, c'est ce qu'on appelle le rapid learning? Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle le rapid learning? Oui, assurément. Hein. Le rapid learning, c'est pas apprendre plus vite, mais c'est bien développer plus vite. Après, ça n'est pas que du rapid learning. Ah bah parfait, alors donc, on approfondit tout ça ensemble. Allons-y. Allez, à toi la souris et l'écran. Donc on a choisi donc de traiter, parce que c'était un sujet riche, de traiter ce sujet en se focalisant sur un périmètre bien précis, qui sont les modules digitaux en sur-mesure asynchrone. Donc c'est tout ce qui est e-learning, mobile learning, serious game et modules de réalité virtuelle et augmentée. Pourquoi le sur-mesure? Tout simplement parce que là, on va travailler en mode collaboratif et itératif avec nos clients, donc ça a des vrais impacts sur les délais de livraison. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de travailler par phase d'un projet, de façon à pouvoir finalement couvrir toutes les modalités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parfait. Alors, ce qui nous semble important en premier lieu, c'est un vrai changement de posture. Donc, c'est de savoir aborder cela avec une nouvelle posture, oser parfois supprimer ou réduire une phase d'un projet, ça c'est important aussi bien pour le client que pour nous. C'est aussi pour nos équipes savoir aller au-delà de son périmètre et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Enfin bref, c'est savoir faire et oser faire autrement. Et puis parfois prendre du recul par rapport à des process qui certes nous rassurent parce qu'on les connaît bien mais ne permettent pas d'accélérer le rythme. Pardon. On y va? Allez. Ok, alors on commence par la gestion de projet. Alors la gestion de projet, c'est pas une phase en soi dans un projet de développement de modules digitaux, puisqu'on va retrouver la gestion de projet tout au long de l'aventure. C'est un vrai fil rouge. Et en gestion de projet, il y a vraiment deux points qui sont importants, c'est la communication et la validation. C'est en facilitant ces deux points-là qu'on va pouvoir gagner du temps dans le projet, dans sa globalité. La communication, donc c'est nous en tous les cas ce qu'on a choisi chez Tips & Learn, c'est de travailler avec un outil de gestion de projet collaboratif. Ça a pas mal de vertus. Pour le client, une vertu principale, c'est de pouvoir réduire les délais de prise de décision. Je vous donne un exemple. Quand avant, il fallait pour le choix d'une voix, pour le choix d'une charte graphique, des échanges avec de nombreux interlocuteurs et de nombreuses fois. Là, on poste un sondage sur notre outil collaboratif. Chacun en un clic répond. C'est rapide et c'est démocratique. Voilà. Et nous, on récolte le résultat en quelques secondes. Et c'est la majorité qui l'emporte, vraiment? Bien souvent. Après, ça dépend, c'est la discrétion de nos clients. D'accord. Et puis, on a aussi parfois notre mot à dire et des conseils. On a aussi notre posture de conseil. Pour nos équipes, c'est un outil qui va permettre de centraliser les informations, les documents de travail. Et on s'est rendu compte que c'était très pratique dans des phases d'entraide, en fait. Quand un membre de l'équipe a besoin d'aide ou d'avoir une réponse à une question ou une solution à un problème, il poste sa question, il poste sa demande. Et en fait, c'est le premier dans l'équipe qui reçoit, qui répond. Voilà, et qui est bien sûr en capacité de répondre. Et du coup, ça permet au chef de projet, puisque c'est la troisième personne qui est impactée par cette façon de travailler, de déléguer plus facilement. Donc d'être certes un point central, mais pas en mode descendant. Et du coup, ça fluidifie vraiment toutes les interactions.
Ça, c'était pour la partie communication. Pour la partie validation et test, la phase de validation qui est itérative, puisqu'on va la retrouver à plusieurs moments du projet, elle est en général complexe pour le client et chronophage. Donc il faut la faciliter pour pouvoir après réduire justement ces délais de traitement et de validation. Pour ça, on a deux possibilités. La première, c'est quand on le peut, de travailler avec un outil auteur qui prévoit aussi en fait un outil en fait, de gestion des flux de relecture. Donc, qui va permettre du coup à plusieurs lecteurs de travailler en simultané. Ça, c'est une première chose. Ça évite le document qui passe de main en main en plusieurs jours. Et puis nous, ça nous permet de collecter tous les retours de façon synthétique, donc de les intégrer plus rapidement. Voilà. Et la deuxième aussi possibilité, quand on n'a pas la chance de pouvoir travailler avec ce type d'outil, c'est déjà d'accompagner le client dans cette phase-là, quand elle est peu connue, donc de lui fournir des documents qui sont faciles à utiliser, type PowerPoint, puisque là, beaucoup de personnes en entreprise savent maintenant ou maîtrisent PowerPoint, et puis vraiment de l'accompagner, donc de lui expliquer les process de validation, et pourquoi pas de faire les premières validations avec lui, pour qu'après, pour les autres modules, la suite du projet, ça se fasse plus simplement et plus rapidement. Voilà. Ça, c'était pour la phase de validation. Donc, en synthèse, c'est faire évoluer ces pratiques, c'est vraiment important, et faciliter cette évolution en s'outillant, et puis accompagner ses équipes et ses clients dans ce changement. Est-ce que tu peux estimer le gain de temps, finalement, en utilisant ces méthodes par rapport à un projet, on va dire, traditionnel ? C'est compliqué à estimer, je dirais aux alentours de 10%. Okay. Voilà, c'est qui est déjà pas mal. Pas mal. Ça, à la fois, ça réduit les délais, et puis il y a un plus, c'est que ça, finalement, ça enrichit les aspects relationnels. Puisque, en fait, nous, souvent, dans cet outil, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit une chaîne détente où chacun va poster ses histoires drôles, ses vidéos. Du coup, avec les clients, ça permet de rendre le relationnel beaucoup plus informel, beaucoup plus chaleureux, et idem avec les équipes. En quelque sorte, ça impacte aussi la réactivité, voilà, et le plaisir de travailler ensemble. Alors moi j'ai une question, tu nous as parlé des outils auteurs qui permettaient de poster des commentaires, de collaborer dedans. Les outils auteurs sont majoritairement comme ça ou ça reste une exception ? Ça reste une exception. Voilà. C'est pour ça que du coup le plan B c'est un bon PowerPoint. D'accord, PowerPoint, il a la vie dure. Hein. Ah, il a la vie dure. Mais on va arriver à le remplacer un jour. Donc la première phase, on va dire, d'un projet, c'est l'extraction d'expertise. L'extraction d'expertise, c'est récupérer la matière brute du client et la transformer en matière pédagogique, visuelle. Et dans cette phase d'extraction, il y a deux points qui sont importants. C'est côté client, quand cela est possible et on les engage vivement à le faire, c'est de mutualiser en fait tout ce qui est média et de mutualiser entre la formation et les métiers. Donc par exemple de se constituer une médiathèque où on va retrouver les vidéos métiers, des fichiers audio, des documents, etc. qui va permettre à la formation, quand elle lance un projet sur un thème précis, de ne pas courir après ces différents éléments. Ça, c'est pour le client. Et pour nous, en fait, au fil du temps, ce qu'on a fait, c'est vraiment se constituer une base de connaissances. Donc, quand on fait de la veille, dès qu'on trouve un article intéressant, un contenu intéressant sur Internet, on le classe de façon à ce que lorsqu'on est sollicité sur un sujet précis, en fait, pouvoir d'ores et déjà se familiariser, s'acculturer avec le sujet, avant même de recevoir la matière du client. Et en gain de temps, ça va se situer au niveau des interviews. Quand on fait une extraction d'expertise, on va le faire de deux façons, en collectant les documents du client et en interviewant ses experts. Cette phase d'interview, plus on la prépare, mieux on la prépare, plus elle est courte. Donc déjà, c'est des délais raccourcis, mais c'est aussi des équipes moins sollicitées pour nos clients. Donc vous l'aurez compris, mutualiser, s'organiser, c'est le leitmotiv pour cette phase d'extraction d'expertise. La deuxième phase, ça va être la conception pédagogique. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Il y a, on va dire, deux grandes phases qui sont la rédaction du synopsis. Là, un point d'alerte, c'est qu'un synopsis, ça doit rester synthétique. On a souvent tendance, par peur, en fait, de ne pas assez en dire, de détailler et d'avoir des longues descriptions, ce qui fait que c'est long à rédiger, c'est long à valider par un client. Donc un synopsis synthétique et illustré, c'est tout aussi efficace.
En phase de scénario, donc après le synopsis, on va vraiment commencer à détailler chaque écran du module. En phase de scénario, l'idéal, c'est vraiment en fait de travailler directement dans l'outil auteur. Donc le concepteur va directement travailler dans l'outil auteur. C'est fini PowerPoint. Oui, quand on peut. Du coup, ça implique quoi? Ça implique qu'on ait une phase de conception et une phase d'intégration en fait qui sont fusionnées, puisque tout ce qui est saisi par le concepteur n'est plus à faire pour l'intégrateur. Et là, il y a une modalité qui est quand même très pointue et forte sur ce sujet, c'est le mobile learning, puisque dans toutes les applications de mobile learning, l'outil auteur et l'outil d'intégration ne font qu'un. Et on va vraiment travailler les deux phases en même temps. Dans tous les cas, la phase de conception génère automatiquement la phase d'intégration. Voilà. Et c'est d'autant plus puissant qu'on a des activités prédéfinies. Donc pour le concepteur, une fois qu'il est familiarisé avec ces activités, la conception pédagogique globale du module se fait plus rapidement et la rédaction de même. Voilà. La conception graphique. Alors, avant, oui, en conclusion, donc on doit évidemment travailler sur le choix de ces outils. C'est pas toujours facile. Et puis, c'est pas toujours les mêmes outils selon le projet, le client, etc. Et puis, le choix de sa modalité. Si on est vraiment dans l'urgence, typiquement, un module en mobile est plus rapide à développer qu'un module e-learning classique ou qu'un serious game. La victoire du petit écran sur le grand. Ouais, je dois avouer que j'adore. Même si dans l'absolu, il n'y a pas une modalité meilleure qu'une autre et qu'elles sont évidemment, elles ont leur utilité selon les contextes. Le design graphique, vous l'aurez peut-être remarqué, notre dada, le beau, la couleur et l'humour. Alors le design graphique, là il y a vraiment plusieurs points à travailler pour gagner du temps. Le premier point, en tous les cas c'est un parti pris chez Tips & Learn, c'est de travailler sur des banques vidéo d'images payantes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a en fait un choix plus riche et qualitatif et que ça évite les multiples recherches. La recherche iconographique, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc même s'il y a des très belles bases de données gratuites, on a fait ce choix-là. Le deuxième point, sur les aspects de design graphique, c'est de se constituer en fait ce qu'on appelle des collections coup de cœur. Je vous donne un exemple, on utilise comme base d'images et de photos Shutterstock. Dans Shutterstock, on sait constituer des dossiers sous des thématiques spécifiques et en fait, tous autant que nous sommes dans l'équipe, dès qu'on a un coup de cœur sur une image, sur une vidéo, on la stocke dans ces dossiers. Du coup, quand on fait la recherche, on va d'abord chercher dans ces dossiers et après dans l'ensemble de la base. On gagne beaucoup de temps et puis les images coup de cœur en général, pareil, en termes de qualité, ça fait la différence. Ça, c'était notre petit truc, voilà, Tips & Learn. Le troisième point dans la charte graphique, c'est justement quand on constitue une charte graphique de faire en sorte qu'elle soit facile à décliner. Ça va permettre de gagner du temps dans les deux contextes suivants. C'est quand on a plusieurs modules à développer ou quand on a plusieurs collections aussi à développer. Et enfin, le dernier point, c'est la vidéo. Et la création de modèles vidéo qui vont permettre, quand on est vraiment aussi pris par le temps, de pouvoir faire des montages vidéo plus rapides. Ça, c'était pour le design graphique. Vidéo, tu précises un peu le modèle vidéo? Oui, en fait, quand on fait de la vidéo, on peut soit travailler from scratch, soit faire l'achat de modèles dans lesquels on va avoir en fait des interactions toutes faites, des graphismes tout faits. En général, d'ailleurs, il y a un choix assez conséquent au sein d'un même modèle. Et en fait, sur des vidéos très, on va dire, très structurées, type interview. Une interview, ça peut être juste un micro-trottoir, mais ça peut être aussi quelque chose qui va être beaucoup plus esthétique. Eh bien, on a, par exemple, chez nous, une série de modèles de vidéos pour les interviews qui vont nous permettre de monter rapidement des interviews en travaillant tout autant le côté de la pertinence de la prise de parole que l'esthétisme. C'était un exemple très simple. Voilà. Ça, c'était pour le design graphique. On arrive donc en conclusion, évidemment, au niveau du design graphique, c'est tout va dépendre du choix des devices qu'on va faire. Et puis finalement, on est déjà presque dans une notion de pré-packagé avec ces modèles de vidéos, ces chartes graphiques déclinables facilement. Sur le design graphique, j'ai peut-être oublié une petite chose aussi, c'est tout ce qui est vidéo. Il faut oser parfois, plutôt que de partir sur un tournage, hein, même si on adore ça,
il faut oser prendre son smartphone, prendre sa caméra 360 et puis sur des tournages très courts ou des choses pour lesquelles il faut pouvoir se déplacer facilement, pourquoi pas faire ce type de vidéo et ce type de médias. Voilà. Ça peut faire gagner du temps. On n'est pas obligé d'avoir du matériel lourd, c'est ça que tu veux dire? Non, on n'est pas obligé d'avoir du matériel lourd. Il est de plus en plus léger et de plus en plus optimal. Donc, et même pour quelqu'un qui n'est pas très doué comme moi, on arrive à faire des choses à peu près potables. Donc si j'y arrive, je pense que beaucoup de gens peuvent y arriver. Donc le déploiement... Alors, on a parlé développement rapide, mais aussi on pourrait très rapidement parler déploiement rapide. Et pour ça, le micro-learning est quand même plutôt bien approprié. Je m'explique. Quand on doit rapidement lancer un dispositif, on peut le faire à travers plusieurs modalités. Si on choisit le e-learning, on va avoir une durée de développement qui va être plus longue que sur un micro-learning. Donc on va repousser d'autant le lancement du dispositif et donc la mise à disposition auprès des apprenants. En travaillant avec plusieurs micro-learning, on peut d'ores et déjà leur mettre à disposition le premier micro-learning et puis après, à travers un planning de livraison et de déploiement, leur permettre de continuer leur formation. Mais ça permet de lancer le dispositif plus rapidement. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le micro-learning. Et après, on est comme dans la presse, il faut avoir 2 numéros d'avance pour pouvoir avancer et préparer les suivants. Tu fais bien d'en parler. Le point d'alerte, c'est attention à son planning parce qu'il ne s'agit pas de faire attendre les apprenants. Tout à fait. Il faut être très, très, très strict. Tout est possible. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur tout ce qui était module asynchrone. Je voulais faire un petit focus sur, et ouvrir le champ des possibles sur d'autres sujets, tels que typiquement le social learning, qui peut permettre de faire gagner du temps. Je m'explique, quand on travaille sur un module, on peut avoir plusieurs niveaux d'information et de formation. Quand on veut aller sur du partage d'expériences, des trucs et astuces, etc., ça peut être intéressant de le faire à travers le social learning et grâce et à travers les apprenants. Donc ça permet, pourquoi pas, de réduire un petit peu les durées d'un module et puis finalement de donner la main aux apprenants pour cette partie trucs et astuces, retour d'expérience, etc. Ça, c'était pour le social learning. Le deuxième point, c'était aussi tout simplement de donner le pouvoir aux apprenants en leur permettant de produire, pourquoi pas, des vidéos, des fichiers sons, tout ce qui est interview, témoignages, gestes métiers. Ça peut être tout à fait fait par des apprenants. Et quand ils osent, ils adorent ça et ils en redemandent. Donc voilà. Ça, c'est le summum du rapid learning, c'est-à-dire que... Bah oui, c'est de rien faire. Faites bosser les apprenants, c'est exactement. On est des esclavagistes. Et puis les deux dernières pistes de réflexion, c'est parfois, pourquoi pas, mixer du sur-mesure et du sur-étagère. Quand on est sur des apports qui ont été faits et bien faits sur du sur-étagère, pourquoi ne pas mixer les deux et puis se concentrer en sur-mesure sur des spécificités propres à l'organisation de nos clients. Et la dernière piste qui, je pense, est en devenir, c'est vraiment... de mutualiser finalement entre clients ses besoins et ses demandes et donc de pouvoir, pourquoi pas, à plusieurs nous demander de développer des modules. Ce sont des pratiques qui émergent ou c'est encore compliqué dans le grand public, plusieurs clients ensemble. Dans le grand public, pour plein de choses, ça émerge. Et comme souvent, quand même, le grand public, finalement, petit à petit, influence le monde professionnel, je pense que oui, ça va émerger. Et ça émerge. On a déjà quand même des petites choses qui pointent leur nez. Donc oui, et on l'espère d'ailleurs que ça va émerger. Ça peut être intéressant. Et travailler avec plusieurs clients, tu crois que ça va permettre de développer le rapid learning ? Ou ça va ralentir le rapid learning ? Ça va permettre de développer la nervous breakdown, certainement. Mais oui, ça peut aider en effet à développer le rapid learning. Ça, ce sera encore une fois une autre façon de travailler, donc il va falloir adapter ses process, ses façons de faire. Alors justement, ce que tu nous as présenté comme approche, comme posture, comme outil, semble très séduisant et je pense efficace pour réduire un certain nombre de moments. Mais c'est peut-être pas encore habituel. Quand on débarque chez un client qui, lui, s'attend à avoir 50 mails tous les jours, des scénarios pédagogiques en 4 colonnes et des fichiers Excel de traçabilité, comment est-ce qu'on gère cette transition entre l'ancien modèle et le nouveau ?
Alors, en fait, souvent, c'est à l'inverse. C'est souvent le client qui nous demande d'accélérer le rythme. Ça, on n'est pas maso, on le fait pas nous-mêmes. Donc, c'est le client qui nous demande. Donc, s'il nous le demande, on lui dit oui. Mais voilà, sous quelles conditions cela peut se faire. Donc évidemment, on est didactique et pédagogique, on va lui expliquer ce que ça va impliquer comme changement pour lui. Il prend ou il ne prend pas. Dans 98% des cas, il prend. Et là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un accompagnement. On ne peut pas passer d'une façon de travailler à une autre en espérant que le client va l'adopter comme nous l'avons adopté. Et on ne l'a pas non plus adopté en 2 jours, soit dit en passant. Donc on accompagne nos clients. Et puis ce qu'on voit, c'est une vraie marge de progression au fil des projets que l'on peut faire ensemble, par exemple, ou d'un module à l'autre. Et ce qu'ils aiment finalement, c'est de ne pas être noyés sous les mails. Ce qu'ils aiment aussi, c'est pouvoir travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, ils aiment bien aussi. C'est des petits moments détente. Voilà, et puis c'est ce relationnel. On travaille quand même, notre métier, c'est l'humain à l'état pur. Donc il faut que ça reflète et que ça transpire dans tout ce qu'on fait. Ok. J'ai répondu à ta question. Oui. Tu avais d'autres points à aborder, Virginie, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce beau sujet ? Le tour, je ne sais pas, mais en tous les cas, je n'ai pas pour aujourd'hui plus de points à aborder. Et alors, quand on développe du rapid learning rapidement, est-ce qu'on se forme plus rapidement derrière aussi ? Alors, tu parlais du déploiement qui permet effectivement, si on parlait du micro-learning tout à l'heure, d'entamer les phases de diffusion plus rapidement tout en continuant à produire, etc. Est-ce que cette volonté d'aller vite dans la conception, dans la production, se retrouve ensuite dans la volonté de faire que les apprenants se forment plus vite, ou c'est totalement dissocié ? En fait, ça dépend ce qu'on entend par plus vite. Si c'est intellectuellement plus rapidement, non. Parce qu'on n'en est pas encore à l'humain augmenté. Si c'est pouvoir accéder plus rapidement à des modules de formation, oui. Alors, il y a ça. Et puis le deuxième point, comme on le disait tout à l'heure, quand on travaille sur des modules courts, ce qui se fait quand même généralement en mobile learning ou en micro-learning, c'est à la fois pouvoir accéder plus rapidement à un module, pouvoir y accéder aussi de façon plus spontanée, et donc pouvoir répondre à un besoin qui se fait sentir de façon spontanée. Ça, oui. Juste à temps. Juste à temps. Voilà. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait avoir comme optimisation, ou peut-être avec d'autres outils, un peu plus de pratique du digital, on pourrait encore arriver à optimiser un petit peu plus les temps de conception et de déploiement ? Je pense qu'on pourra encore les optimiser. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle en ce moment, sur les réseaux sociaux et un peu partout. Beaucoup de conférences à ce sujet. Je pense qu'en effet, ça va encore une fois bouleverser et faire évoluer les choses pour nous. On le sent, on commence déjà à le sentir à travers certains outils. Je vous donne un exemple. Ce week-end, je testais des outils parce que c'est un peu mon dada. Et je suis tombée sur un outil de Google qui permet donc on fait une vidéo, en fait, de pouvoir la transformer quasi automatiquement en planche de bande dessinée. Derrière, il y a une intelligence artificielle qui analyse les photos, les images, les trie et vous propose des plans et des styles de BD. En 30 secondes, même pas. Je pense que c'est pas fini. Très bien. Écoute, Virginie, merci infiniment de cette intervention. C'était un bon moment, pas trop rapide, juste ce qu'il fallait pour aborder ce sujet de la conception en production rapide. On est ravis d'avoir partagé ce moment avec toi. Bonjour Jeanne Guérin. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Une pensée pour Jeanne, voilà. Et qui puis, est sur le terrain. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de la saison 5 des Learning Happy Hours. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine édition. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.